J'aborderai brièvement la question de la confiance en l'avenir, mais je me concentrerai sur la confiance en l'autre, ne traitant point de la confiance en soi-même. La confiance en l'autre est l'une des conditions fondatrices de l'émergence d'un être humain. En effet, pour accéder à son humanité, lorsque l'on est doté biologiquement des attributs de l'humanité, d'un génome humain, il faut être dans une relation de réciprocité avec les autres, telle que, au sein de cette société humaine, l'on s'humanise les uns les autres. L'un des éléments fondamentaux de cette relation est la confiance réciproque, c'est-à-dire le sentiment que l'autre a vis-à-vis de soi, le sentiment et la conviction de la manifestation d'une loyauté, d'une bienveillance et d'une franchise que l'on éprouve à son encontre. Non seulement la confiance est indissociable des conditions d'émergence de l'humanité, elle l'est également des premières sociétés, dans lesquelles chaque individu est à ce point complémentaire des autres, comme le sont les différents chaînons d'une chaîne, que la défaillance de l'un d'entre eux ruinerait la construction sociale dans son ensemble. La confiance est l'un des éléments constitutifs du couple et lorsque la confiance se dissipe, le couple lui aussi. Et de la même manière, c'est la famille qui se délite lorsque, en son sein, la confiance est perdue. Dans les sociétés un peu plus élaborées, ce sentiment de la confiance inconditionnelle, qui équivaut en pratique à un don, sans stratégie de retour, est stabilisé par d'autres phénomènes. L'un d'entre eux est de l'ordre de la réputation et l'autre est de l'ordre de la réprobation générale de la communauté envers ceux qui trompent la confiance. Rapidement, parmi les échanges au sein de ces sociétés, l'un d'entre eux va concerner les personnes et les échanges entre ces personnes. La science de l'échange des biens, c'est ce que l'on appelle l'économie. La confiance en est l'un des éléments tout à fait fondamentaux et cela ne pose pas vraiment de questions durant toute la période de ce que j'appellerais justement, je crois, l'économie théologique, on va dire, qui va précéder la fin du Moyen-Âge et la découverte de l'Amérique et le flot de métaux précieux sur l'Europe. L'économie, les échanges, à ce moment-là, sont pour l'essentiel des échanges au sein de la communauté des enfants de Dieu, de telle sorte qu'une certaine confiance est naturelle. À cette période-là, l'on parle du juste prix. Le prix des choses est le prix juste, il faut avoir confiance. Il n'y a pas de prêt avec intérêt et les traites sont indiquées, remboursables, payables, compensables en foire de champagne, sans qu'il ait besoin réellement d'autres traites. Ce sentiment de confiance fondamental de l'économie, nous l'observerons autour de nous pendant très longtemps, en réalité. Dans ces deux paumes qui se claquent l'une contre l'autre, lorsque sur les marchés, l'affaire a été conclue, top là compère. À partir du XVIIe siècle, la conception pessimiste et réaliste qu'introduit le libéralisme et la philosophie des droits naturels, considérant les
individus, les citoyens, comme des êtres à la poursuite légitime de leurs plaisirs et de leurs intérêts, ce qui deviendra bientôt des agents économiques rationnels à la recherche de l'optimisation de leurs gains et de leurs profits. Dès lors, dans cette conception-là, la confiance inconditionnelle, considérée comme un don sans recherche de rétribution, devient singulière et mérite d'être étudiée de plus près, ce à quoi, à partir du début du XXe siècle, s'intéresse la théorie des jeux, le fameux dilemme du prisonnier, et tous les jeux qui vont s'en suivre. La question qui est posée ici, c'est comment peut-on expliquer que dans ces stratégies d'agents économiques avides à optimiser leurs gains et leurs profits, parfois la confiance s'avère une stratégie efficace. Et alors, l'on donne des explications. Cette confiance est efficace pour l'agent économique via la réputation dont j'ai déjà parlé. Elle est efficace tout simplement parce qu'elle sous-entend que l'on attend de la part du partenaire à qui l'on fait confiance, qu'il ait vis-à-vis de soi-même une confiance similaire. Parce que l'on a élaboré que dans un échange économique à long terme, le sentiment de confiance sera in fine profitable. Mais l'on voit que l'on est très loin alors de ce sentiment de confiance inconditionnel dont j'ai parlé. Progressivement, en réalité, la radicalisation de l'objectif de l'optimisation des gains va aboutir à ce que le sentiment de confiance se modifie. L'on a certes confiance dans la capacité du partenaire, du concurrent, de l'associé, à optimiser ses gains et non point à respecter les règles en vigueur pour y parvenir. À ce stade, le maître mot, le mot d'ordre, c'est honneur au vainqueur, malheur au vaincu, quelles qu'aient été les conditions dans lesquelles ce résultat a été obtenu. Et cela forme la transition avec une société qui devient en réalité majoritairement celle de la défiance, à l'exception bien évidemment des secteurs privés, du secteur du groupe. Cette défiance marque, il faut bien le reconnaître, l'actualité. Quelques souvenirs dans la mémoire de chacun. On en a parlé, Lehman Brothers, les comptes de la Grèce certifiés par Goldman Sachs, Enron, Madoff, Volkswagen, le scandale de Servier, le scandale de Merck avec le Vioxx, Servier le Mediator, dans le domaine sportif Lance Armstrong, les Wikileaks, les Luxembourg Leaks, etc., etc. C'est le fond de la totalité de notre actualité. Ce sentiment de la défiance généralisée, d'ailleurs, aboutit à une remise en cause tout à fait considérable de secteurs très éloignés de l'économie. Je l'ai vécu en tant que président d'université. Le plagiat empoisonne totalement la vie universitaire, la vie littéraire et la vie scientifique. Ce sentiment de défiance est tel que l'actualité, telle qu'elle est présentée par ces médiateurs habituels, est considérée avec une méfiance croissante par des sites alternatifs dont cela est la raison d'être et qui en proposent une lecture plus ou moins ésotérique et plus ou moins complotiste. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont ajouté un étage à cette société de la défiance. Chacun sait qu'aujourd'hui, la vie privée n'existe plus. Si bien que sur nos téléphones portables, utilisant nos codes, nous recevons en permanence des messages,
des alertes, des appels téléphoniques qui, dans la proportion variable de 1 sur 5, 1 sur 3, sont des pièges de personnes qui sont avides à nous voler, à nous berner, à nous mentir, à nous piller. Cela entraîne une impression totalement schizophrène de méfiance généralisée, de telle sorte que le sentiment de confiance, de plus en plus, ne trouve plus à se réfugier que dans la sphère familiale, privée et dans celle du groupe. Or, bien entendu, de la même manière que la confiance fait l'humanité, elle fait également les sociétés. Et une société de la défiance est une société qui délite le lien social. Si bien qu'aujourd'hui, selon moi, indiquer que l'on souhaite évoluer vers une société où la confiance réciproque en la bienveillance honnête, loyale et franche des autres remplace la défiance généralisée que j'ai dite, apparaît être une utopie. Et pourtant, il n'y a pas d'utopie plus indispensable que celle-ci s'il s'agit d'essayer de rétablir le sentiment d'un avenir désirable chez nos concitoyens. Vous avez déjà vu, je crois, hier, que la majorité de nos concitoyens aujourd'hui, et c'est la première fois, autant qu'on le sache, depuis que le progrès s'est établi, pensent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Et effectivement, le fait que nos enfants auront à vivre aussi dans cette société de défiance généralisée ne promet pas de ce point de vue-là un avenir qui est favorable. Si bien que cette crise de la confiance fait également partie de cette crise de l'avenir, cet élément absolument fondamental. Rétablir les éléments faisant que l'avenir est désirable, et sans doute dans la situation politique où l'on est aujourd'hui, l'objectif le plus important, et l'un de ces éléments est effectivement de réintroduire la confiance réciproque en la loyauté et à la bienveillance générale, sinon absolue, des autres. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Axel Kahn. J'aurais dû mentionner aussi que vous avez longuement travaillé au Comité consultatif national d'éthique, et on voit bien dans vos propos que c'est très présent dans ce que vous nous avez dit.